Merci beaucoup, professeur Rifaï. Merci beaucoup, cher ami, pour cette aimable introduction. Je tiens à remercier mes chers maîtres ici présents, professeur Belkhadir, professeur Bnabd, pour leur invitation à participer à ce 13e colloque de diabétologie sur le diabète et la nutrition. Et je remercie professeur Shraibi pour son accueil dans cette jolie faculté, dans la belle ville d'Agadir. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver parmi mes amis endocrinologues et de partager avec eux une thématique qui nous rassemble finalement, parce que c'est le microbiote intestinal qui habite notre tube digestif, mais qui est impliqué dans plusieurs pathologies digestives et extradigestives dans le diabète. Donc on va voir un petit peu les nouveautés et qu'est-ce qu'on peut offrir à nos patients aujourd'hui à la lumière de l'évidence scientifique. Alors le diabète, ça n'a pas été... En fait, ça n'a cessé d'être dit depuis le début de ce colloque. C'est vraiment un fléau mondial avec cette ascension fulgurante de l'épidémiologie qui va vraiment doubler d'ici à 2045, des chiffres qui sont vraiment effrayants, 700 millions. C'est finalement une urgence, mais aussi un défi pour la communauté médicale, pour la nécessité d'aller de l'avant à la recherche de prise en charge thérapeutique vraiment ciblée, parce qu'on est à l'ère de la médecine personnalisée. Donc il faut vraiment aller de l'avant et encourager à la recherche scientifique. Actuellement, il est bien démontré qu'il y a une altération du microbiote intestinal dans le diabète de type 1 et 2, qu'on appelle dysbiose, et la modulation de ce microbiote intestinal pourrait être une arme thérapeutique précieuse pour lutter contre cette maladie, et c'est ce que nous allons voir à la lumière de l'évidence scientifique. Alors, un flash rapide de rappel concernant ce microbiote intestinal. C'est en matière de chiffres, vous allez voir, ce sont des chiffres impressionnants. 1,5 kg à 2 kg en matière de poids en chacun de nous, 100 000 milliards de micro-organismes, plus de 3 000 espèces qui ont été mises en évidence jusqu'à maintenant, mais la plupart restent encore sous les eaux, il n'a pas encore été démystifié. Ça représente en matière de gènes 3,3 millions de gènes, et le séquençage de ces gènes, qu'on appelle le métagénome, représente 150 fois plus que le génome du corps humain entier. Donc c'est extraordinaire et c'est impressionnant comme chiffre. Et je tiens à dire que chacun de nous a son propre microbiote, ce qui constitue un code à barres unique pour chaque individu. En matière de division majeure, il y a qu'on appelle aussi des phyla. Nous avons 3 divisions majeures qui sont, je vous demande de retenir, parce que vous allez trouver ça dans les publications scientifiques. Eh bien, il y a les firmicutes qui sont des bactéries gram positifs, les bactéroïdètes qui sont des BGN, et puis les actinobactéria en minorité. Et retenez que le ratio firmicute-bactéroïdète, c'est un ratio santé. On devrait avoir 3/4 de firmicutes dans notre microbiote intestinal sur 1/4 de bactéroïdètes et vraiment une toute petite minorité d'actinobactéria et d'autres phyla. Donc finalement, ce ratio, c'est le pivot de la santé ou de la maladie chez l'être humain. Alors, quelques petits flashs aussi concernant la terminologie quand on rentre ce domaine de microbiote intestinal et qu'on se doit de connaître, c'est que l'état de santé ou d'homéostasie s'appelle l'eubiose et l'état de maladie ou rupture de l'homéostasie s'appelle dysbiose. Le microbiote intestinal est conditionné par plusieurs facteurs, à commencer par le mode d'accouchement par voie basse, le type d'allaitement au sein ou artificiel, le substratum génétique de chaque individu. Et puis, bien sûr, ce microbiote intestinal va différer en fonction des tranches de vie, en se modifiant aussi sous l'effet de d'autres facteurs environnementaux, la prise d'antibiotiques, surtout dans l'enfance, qui conditionne énormément notre microbiote intestinal. C'est la théorie des 1000 jours que vous connaissez sûrement, le mode alimentaire, le mode de vie. Et je termine par les fonctions de ce fameux microbiote intestinal, de cet organe
de ce deuxième cerveau qui habite notre tube digestif. Il a plusieurs fonctions, mais qui sont retenues au nombre de 3 essentiellement. L'effet barrière, donc contre la colonisation des pathogènes. Donc c'est l'effet barrière, c'est un rôle structural. Un effet de maturité du système immunitaire surtout, et puis des effets métaboliques qui sont pratiquement comparés aux fonctions du foie, parce qu'il n'y a que le microbiote qui les fait. La synthèse des acides aminés, la synthèse des acides gras à chaîne courte, dont le butyrate, l'acétate, le propionate, ils ne sont synthétisés que par notre microbiote. Donc finalement, c'est un organe noble et il faut vraiment en prendre soin. Alors, pour ce qui est du lien avec le diabète, je vais commencer par le diabète de le lien entre microbiote et diabète de type 1. Donc, il est actuellement bien démontré que la dysbiose, maintenant, cette altération du microbiote intestinal joue un rôle central dans cette physiopathologie et dans le développement du diabète de type 1. Par quel mécanisme? Eh bien, par l'altération de la formation de ces acides gras à chaîne courte dans le butyrate, qui est essentiel à l'intégrité de la barrière intestinale. Et si on a un déficit en butyrate, eh bien, on aura une perméabilité intestinale accrue et on aura des pathogènes qui vont rentrer, on aura des cytokines pro-inflammatoires qui vont rentrer, ce qui va entraîner donc une réponse auto-immune à l'origine du diabète de type 1. Bien évidemment que dans le substratum et la destruction de ces cellules bêta-pancréatiques. Non seulement dans la genèse, mais aussi dans la gravité de la maladie. La dysbiose, avec cette réponse auto-immune qui va perdurer dans le temps, va influencer la gravité du diabète de type 1. Alors, qu'en est-il de la composition, si on met la loupe et on regarde, on met le microscope électronique et on regarde les matières fécales des sujets diabétiques de type 1 et on va trouver ce ratio, ce fameux ratio dont je vous ai parlé, firmicutes en bleu et bactéroïdètes en rouge, qui va s'inverser. Là, c'est le sujet sain en normobiose. Et là, en cas de dysbiose, nous avons les bactéroïdètes qui vont prendre le dessus sur les firmicutes qui sont les bonnes bactéries, les bactéries gram positifs. Eh bien, on a aussi quelques espèces bactériennes qui vont diminuer pour ce qui est des firmicutes et que je vous demande aussi de connaître. C'est les familles des Clostridium dont fait partie la bactérie Faecalibacterium prausnitzii. J'aimerais pas vous surcharger de noms, mais c'est très important. C'est une bactérie qui a un rôle très important dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en gastroentérologie, mais aussi dans le diabète. Et aussi l'Akkermansia mucinifila qui dégrade la mucine et qui a un rôle fondamental dans l'apparition du diabète de type 1 et aussi du diabète de type 2. Alors, le microbiote aussi chez les enfants a été étudié. On trouve pratiquement les mêmes constatations. Donc, ce fameux ratio donc, qui est inversé au profit des bactéroïdètes. Et au début du diabète de type 1, on a constaté aussi la diminution des Streptococcus thermophilus et certains types de lactobacilles qui sont aussi très importants pour la santé humaine, pour la santé digestive et humaine en général. Alors, que peut-on faire maintenant qu'on sait bien que cette dysbiose est là et qu'elle est à l'origine du diabète de type 1, qui est à l'origine de l'aggravation du diabète de type 1? Alors, ce qu'on peut faire concernant le microbiote, c'est ce qu'on appelle la modulation du microbiote intestinal, qui en général, dans toutes les pathologies, notamment digestives, donc se fait de 4 manières: par la nutrition, par les probiotiques, prébiotiques, symbiotiques et postbiotiques, je vais vous en dire un mot, par les antibiotiques et par la transplantation du microbiote fécal. Ce sont les 4 manières de modulation. Alors, brièvement, les probiotiques, je pense que vous les connaissez, mais c'est bon de les rappeler. C'est tout micro-organisme vivant qui, une fois ingéré, en quantité adéquate, va conférer un bénéfice de santé à l'hôte. C'est famille, espèces et souches. Donc Lactobacillus acidophilus A212, c'est très important parce qu'il y a beaucoup, on parle de probiotiques qui sont sur le marché, mais ce n'est pas des probiotiques, ce sont des compléments alimentaires. Donc il faut exiger que le probiotique ait une famille, espèce
et souches et qu'ils soient enregistrés en tant que probiotiques et pas comme complément alimentaire. Et vous devez exiger encore plus la safety de ce probiotique, ce qu'on appelle le statut GRAS. Ce sont des produits qu'on appelle Generally Regarded as Safe. Et on se doit, en tant que praticien clinicien, de demander tous ces certificats avant de prescrire un probiotique à nos patients. Alors, aussi dans les rappels, donc Bifidobacterium et les lactobacilles, ce sont les deux grands groupes de probiotiques qui habitent notre tube digestif. Les bifidos, c'est le côlon, et les lactobacilles, c'est l'intestin grêle. Le mécanisme d'action, ça rejoint un petit peu les grandes fonctions du microbiote intestinal, l'effet barrière, l'effet immunomodulateur, l'activité antibactérienne directe, la production de neurotransmetteurs là aussi. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tous ces aspects pour aller au vif du sujet. Donc, les micro-organismes, on va dire les probiotiques qu'on utilise chez nous en gastroentérologie sont listés ici, mais pratiquement ça ne diffère pas trop de ceux qui ont été utilisés dans les essais cliniques chez les patients diabétiques. Ils relèvent de deux grandes catégories, les lactobacilles et les bifidobactéries. Les prébiotiques, ce sont toutes ces fibres insolubles alimentaires qui ne sont pas digérées par notre tube digestif, mais qui servent de substratum de nutrition pour ces bactéries, telles que je citerai l'inuline et les transgalacto-oligosaccharides qui favorisent la croissance des bifidobactéries, l'oligofructose et les polyphénols qui favorisent spécialement la croissance de cette fameuse Akkermansia mucinifila qui est impliquée dans l'insulinorésistance et dans le diabète. Le symbiotique, c'est l'association des deux, probiotiques et prébiotiques, et le postbiotique, c'est une notion récente, ce sont les métabolites des probiotiques à effet thérapeutique. Donc on peut actuellement fabriquer et donner des postbiotiques ou alors compter sur le postbiotique au niveau systémique pour leur effet thérapeutique. Alors je vous ai mis ici une méta-analyse récente, et c'est la première méta-analyse qui a été faite dans le cadre du diabète de type 1, eh bien, pour voir un petit peu la modulation du microbiote intestinal chez ces patients-là. C'est une revue systématique aussi et méta-analyse qui regroupe 10 essais cliniques, 630 patients, et ils ont regardé un petit peu l'impact de la modulation par les probiotiques, prébiotiques et symbiotiques sur l'hémoglobine glyquée, le peptide C et la dose journalière d'insuline. Ils ont regardé aussi d'autres paramètres. Ils ont trouvé qu'il y avait un effet significatif sur ces paramètres-là, mais pas sur la glycémie à jeun, la CRP, le TNF, etc. et d'autres interleukines. Voilà, donc le constat, de par cette méta-analyse, c'est que chez ces patients, il y avait un impact sur ces paramètres qui sont importants pour vous, importants aussi pour tout clinicien, et que les multisouches, quand on administre à ces patients des probiotiques multisouches, on avait plus d'effet que les probiotiques monosouches. Voilà brièvement donc les résultats. Donc l'hémoglobine est améliorée. Donc vous voyez ici le losange est du côté positif. L'intervention concernant la dose d'insuline, donc chez ces patients, on a diminué l'insuline chez les patients qui prenaient des probiotiques multisouches. Très intéressant. Donc voilà, là aussi c'est un effet positif. Sur le peptide C, donc c'était un peu hétérogène. Il y avait des études qui ont montré sa positivité et d'autres non. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe du côté du diabète de type 2. Y a-t-il un lien entre le microbiote et le diabète de type 2? La réponse est oui. Et vous savez tous qu'il y a, donc ça a été dit depuis tout à l'heure, qu'il y a des troubles métaboliques, qu'il y a une résistance à l'insuline au cours du diabète de type 2 et qui sont sous l'influence de la génétique et du mode de vie. Donc cette dysbiose, elle joue aussi un rôle central dans l'inflammation, dans l'aggravation de l'insulinorésistance chez les patients diabétiques de type 2, et ceci par le biais de la translocation de bactéries et de composés bactériens qui sont toxiques, qui s'appellent les lipopolysaccharides, et ces lipopolysaccharides vont pénétrer quand il y a un intestin perméable et entraîner ce qu'on appelle l'endotoxémie métabolique. Donc finalement, dans le diabète de type 2 et dans l'obésité, il y a une inflammation systémique de bas grade
Et vous voyez ici qu'il n'y a pas que le pancréas et le foie, il y a le tissu adipeux qui est la cible de cette inflammation, le muscle, il peut être même responsable de genèse de cancer et de stéatopathie métabolique. Donc ces lipopolysaccharides passent dans la circulation après ingestion de repas très très riches en lipides. Donc finalement, c'est un rôle de facilitation du passage de ces lipopolysaccharides, comme vous le voyez ici, à travers donc un intestin qui est perméable, donc des jonctions serrées qui sont vraiment larges par rapport aux autres. Et puis nous avons le déclenchement du cascade de pro-inflammation, de libération de cytokines pro-inflammatoires responsables de cette inflammation systémique et du diabète de type 2. Il y a des espèces qui vont diminuer au cours du diabète de type 2, les firmicutes, comme je vous ai dit. Maintenant, vous êtes familiarisés avec ces noms. Donc, les bactéroïdètes vont augmenter, les firmicutes, les bonnes bactéries vont diminuer, la Kermensia donc, va diminuer et l'Escherichia coli donc, va augmenter. Voilà, donc là, c'est juste pour dire pratiquement la même chose concernant ces espèces qui sont impliquées dans le diabète de type 2. Qu'en est-il de la modulation du microbiote dans le diabète de type 2 ? Donc là aussi, et j'ai encadré en rouge l'alimentation, donc c'est un élément important de la prise en charge parce que c'est la clé de la réduction pondérale, la clé de la diminution de l'insulinorésistance et de l'amélioration des paramètres métaboliques. Aussi, les probiotiques, la transplantation fécale, je vais en dire un mot. Donc, le régime alimentaire donc, a sa place. Donc, la mise sous régime de patients obèses pendant donc, une certaine période va équilibrer donc, ce ratio firmicute-bactéroïdète. Donc, c'est pour insister sur le rôle du régime alimentaire. Et au cours du diabète de type 2, donc, je tiens à signaler qu'il y a des études récentes qui soulignent l'effet des fibres alimentaires dans l'amélioration des chiffres glycémiques, et ça c'est très important. Donc les probiotiques tels que l'inuline, l'oligofructose permettent d'améliorer la dysbiose et d'améliorer les chiffres glycémiques, le contrôle glycémique chez le diabète de type 2 en augmentant par le biais de l'augmentation de ces bactéries utiles que je vous ai citées tout à l'heure, mais aussi par la production de ces acides gras à chaîne courte dans le butyrate, donc qui est essentiel à la perméabilité, au maintien de la perméabilité intestinale. Donc finalement, ces prébiotiques, ces oligosaccharides administrés en complément d'une pharmacothérapie vont améliorer les paramètres métaboliques chez le diabétique de type 2 et peuvent être dans l'avenir considérés comme une modalité thérapeutique très prometteuse. Donc là, c'est juste un petit peu pour parler du butyrate et de son rôle dans l'intégrité de la barrière intestinale, dans le blocage de ces lipopolysaccharides qui vont rentrer dans la préservation de cette couche muqueuse et la neutralisation aussi des bactéries gram-négatives. Donc pour ce qui est de la modulation par les autres moyens, qui sont les probiotiques et les symbiotiques, eh bien, cette méta-analyse très récente de 2024, elle a été publiée juste il y a un mois, 41 essais contrôlés randomisés, pratiquement 3000 patients, et on a constaté que l'administration de probiotiques et symbiotiques en adjuvant de la thérapie du diabète de type 2 chez ces patients donc, était couronnée par l'amélioration de l'hémoglobine glyquée de façon significative, la glycémie à jeun de façon très significative et du taux d'insuline de façon très significative, ce qui est vraiment très encourageant. Voilà, donc maintenant reste à voir le type de souche et puis cette méta-analyse, quand on la regarde de près, donc il y a, elle est multicentrique, elle est plutôt monocentrique en Italie, multicentrique mais italienne. Donc il faut voir aussi dans d'autres pays donc pour voir l'impact côté géographie. Et les probiotiques toujours multisouches paraissent plus intéressants que les monosouches pour l'amélioration de l'hémoglobine glyquée.
Donc finalement, là aussi, si on utilise les probiotiques et les symbiotiques en complémentarité avec la thérapie du diabète, ça pourrait être un plus pour nos malades en termes d'amélioration des chiffres métaboliques et des paramètres métaboliques. Donc rapidement, donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu les résultats. Probiotics donc improve hémoglobine A1C, donc améliore la glycémie à jeun, améliore donc l'insuline. Qu'en est-il de la transplantation du microbiote fécal? Donc la transplantation du microbiote fécal, donc rapidement, c'est la restitution du microbiote d'un sujet malade par le microbiote, qui est en fait qu'on appelle patient receveur, par le microbiote d'un sujet donneur, et pour restituer justement cet effet barrière. L'indication validée au jour d'aujourd'hui, c'est l'infection récurrente à Clostridium difficile. Il y a d'autres pathologies, beaucoup de succès publiés par rapport aux maladies inflammatoires, par rapport au syndrome d'intestin irritable, à l'obésité, au diabète de type 2, récemment diabète de type 1. Je viens de voir des papiers il y a quelques jours sur le diabète de type 1 aussi, Parkinson, autisme, etc. Donc c'est finalement une piste aussi intéressante à l'avenir pour plusieurs pathologies. Donc la procédure, donc après filtration et traitement de ces matières fécales, donc c'est soit par voie nasale, par sonde naso-duodénale, donc ce sont des selles qui ont été travaillées au laboratoire, bien évidemment, passé toutes les étapes bactériologiques, microbiologiques, ou alors par voie basse, pour que, au final, restituer ce microbiote malade pour avoir un microbiote sain. Voilà, pour ce qui est des diabétiques, il a été donc démontré par des études qui sont récentes que la transplantation du microbiote fécal donc, a permis d'améliorer l'obésité, d'atténuer l'obésité et les paramètres métaboliques chez le diabétique de type 2, et que chez les patients chez qui on répétait donc cette procédure, donc il y avait quand même un succès plus important que chez les patients chez qui on n'avait fait qu'une seule fois, une seule séance de TMF, de transplantation du microbiote fécal. L'association de la TMF avec les modifications du mode de vie entraîne là aussi des effets positifs sur le microbiote intestinal et des effets qui sont durables dans le temps, avec amélioration du profil lipidique. Et, chose importante, dans cette dernière donc, publication, un effet positif, cher ami Akodad, donc sur l'élasticité du foie. Voilà, donc c'est vraiment intéressant à prendre en considération. Je ne sais pas si le temps le permet, mais je vais survoler rapidement l'impact des médicaments que vous utilisez pour le traitement du diabète sur le microbiote intestinal. Donc rapidement, la pharmacothérapie, donc un impact indéniable sur le microbiote intestinal, donc en augmentant tous ces types de bactéries utiles. Alors finalement, nous avons ces bactéries utiles, donc l'Akkermansia, le Faecalibacterium prausnitzii et autres qui sont augmentées sous l'effet de la pharmacothérapie. Je ne vais pas revenir sur leur effet positif. Alors l'Orlistat, donc là aussi, donc, il augmente un certain type de lactobacilles après 8 semaines de traitement. D'autres études n'ont pas montré cet effet. Les acides gras à chaîne courte n'ont pas été modifiés par l'Orlistat. Les agonistes GLP-1, là c'est intéressant, donc la thérapeutique parmi les thérapeutiques récentes, eh bien là, ces agonistes des récepteurs GLP-1 augmentent le ratio, arrangent ce ratio bactéroïdète-firmicute, et spécialement l'Akkermansia et le Clostridium qui sont enrichis dans le post-liraglutide. Donc finalement, c'est par le biais, on va dire, d'une modification du microbiote intestinal qu'on a ces beaux résultats chez nos patients. Le sémaglutide, il n'y a pas encore de données sur le microbiote intestinal, bien que c'est une molécule qui a prouvé son efficacité. La metformine, le plus vieux produit, garde toujours sa place dans la prise en charge du diabète. Eh bien,
déjà parce que lui-même, il nécessite l'implication du microbiote intestinal. Il est associé donc à l'augmentation de l'Akkermansia et permet aussi l'augmentation des bonnes bactéries qui produisent du butyrate. La carbose, je ne sais pas si vous l'utilisez toujours ou pas, de moins en moins, mais déjà le principe, c'est que c'est une molécule, on va dire, qui est dérivée de la fermentation bactérienne, donc fait partie affecte le microbiote intestinal, moins utilisé depuis l'avènement des autres médicaments. Et là aussi, ça augmente les bonnes bactéries. Et puis les autres traitements, je ne vais pas m'étaler, le sitagliptine et autres, donc qui ont un effet sur le microbiote intestinal en augmentant là aussi les bonnes bactéries. J'arrive à la fin pour dire que au cours du diabète de type 1 et 2, eh bien, la dysbiose est bien démontrée. Nous avons ce ratio santé qui est altéré. La modulation du microbiote intestinal par les probiotiques, prébiotiques, symbiotiques et postbiotiques pourrait être un traitement adjuvant au jour d'aujourd'hui. On peut le considérer comme traitement adjuvant chez les patients diabétiques. Cela a été bien démontré. Ça améliore l'hémoglobine glyquée et les autres paramètres métaboliques. Les probiotiques multisouches sont supérieurs aux monosouches. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de guidelines, mais on a de l'évidence scientifique solide pour prescrire ces agents modulateurs du microbiote intestinal en complémentarité avec la pharmacothérapie chez le patient diabétique. Et pourquoi pas agir sur notre microbiote. Peut-être que ça pourrait agir sur finalement la prévention, agir sur le microbiote pour prévenir le diabète et ses complications. Je vous remercie pour votre attention.